Tout est silencieux dans le sanctuaire, si ce n'est la légère brise qui parvient jusqu'à vous. Vous êtes tous absorbés dans vos pensées, comme une parenthèse entre deux histoires. Il est définitivement plus facile de devenir un croyant de l'ésotérisme dans les conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Loin de la civilisation, dans un sanctuaire abandonné depuis seuls les kami savent combien de temps. Au milieu d'une nature sauvage et peut-être même un peu hostile. Pour ce que vous en savez, il y a des ours dans la campagne japonaise, et le village le plus proche est à 45 minutes de voiture, sur des chemins de terre sinueux et peu praticables, surtout en cette nuit sans lune. Vous ne connaissez pas vraiment les 4 personnes qui vous entourent et avec qui vous vous êtes lancé dans l'aventure de ces 100 histoires d'horreur. Mais si vous êtes encore sûr d'une chose en ce moment, c'est qu'elles sont bien humaines. Enfin, presque sûr, quoi. D'accord pour les histoires de fantômes, de yurei, de choses qui entraient notre monde. Ça pourrait être véridique. Mais les histoires de de yokai, ça, c'est trop. Des esprits comme le Hiningen ou des créatures surnaturelles dévorant les gens, c'est plus dur à avaler. Mais ça se pourrait encore. Par contre, des renards qui se transforment en humains, des kappas qu'on ferait fuir à coups de concombre, des chats maléfiques qui croquent les humains, clairement, ça, ce sont des conceptions un peu trop ésotériques pour que vous y croyiez. Bien que, dans ce sanctuaire abandonné de tout, le doute est peut-être bien en train de se frayer un passage dans votre esprit. D'ailleurs, ce cri que vous venez d'entendre dans la nuit, et qui vous a fait sursauter, ressemblait effectivement au feulement d'un chat. Mais si c'est le cas, c'est vraiment un gros chat. Un très gros chat, voire même peut-être un lynx ou une autre créature de la même taille, ou encore plus grand. Ce cri dans la nuit vous fait dresser les poils sur les bras, et un petit frisson vous parcourt l'échine. Il retentit à nouveau, vous donnant l'impression qu'il se rapproche. Vous vous concentrez dessus, vaguement inquiet. C'est le moment que choisit la conteuse au yukata noir à fleur de glycine pour sauter sur ses pieds, taper 2 fois dans ses mains, s'incliner et s'installer pour raconter son histoire, vous faisant sursauter. Elle vous regarde dans les yeux, un grand sourire aux lèvres, fier de son effet. Ce hurlement sauvage tombe bien avec l'histoire que je comptais vous raconter. Il nous met parfaitement dans l'ambiance. Et alors que le cri de ce chat sauvage retentit à nouveau, plus proche encore, elle prend une grande respiration, vous regarde chacun à votre tour pendant que s'élèvent les paroles que vous avez appris à connaître. Mukashi Mukashi, Hyaki Yako. Mon histoire se déroule il y a très longtemps, à l'époque Edo. L'époque Edo, c'est entre 1603 et 1868. Elle se passe dans un petit village appelé Kawamura, un village perdu au fin fond des montagnes. Les gens vivaient en quasi-autarcie, avec de temps en temps des marchands et des herboristes qui sillonnaient les pistes pour apporter les médicaments ou les denrées que les villageois ne pouvaient pas produire eux-mêmes. S'ils travaillaient énormément, ce n'est pas pour autant qu'ils vivaient comme des forçats et ne prenaient pas le temps de vivre. Les festivals et autres célébrations rythmaient le passage de l'année, et le temps s'écoulait paisiblement. Bien sûr, niveau nourriture, ce n'était pas l'abondance, et parfois ils tiraient le diable par la queue. Notamment lors des hivers rudes et longs qui parfois menaient à des épisodes de famine. Mais globalement, ils n'étaient pas à plaindre, et cela faisait bien longtemps que quelqu'un n'était pas mort de faim. Les chats à l'époque n'étaient pas les animaux de compagnie que nous connaissons. La plupart à moitié sauvages. Vous voyez-les comme les chats de ferme européens. Vivant leur vie en chassant sur les propriétés, mais farouches et parfois chassés s'ils se montraient trop entreprenants. Ce qui explique en partie leur rapport particulier aux chats. Bienvenus lors des temps de récolte et comme gardiens des greniers. Chassés quand la nourriture venait à manquer, voire même tués pour leur viande quand le gibier disparaissait. Ça, c'était le lot des chats à moitié sauvages. À Kawamura, par contre, existait aussi une sorte de chat bien particulier. L'ancêtre des élevages modernes, en somme.
les plus beaux félins, choisis dès leur plus jeune âge, étaient révérés et soignés jusqu'à l'âge adulte, ou lors d'une cérémonie où tout le village participait. On les tuait, pour ensuite prélever leur peau, qui deviendrait de magnifiques chamiselles. Des instruments d'une valeur inestimable, reconnus et distribués dans tout le Japon. Par extension, donc, à Kawamura, il était très mal vu de maltraiter ces animaux au vu de tous. Malheur à celui qui oserait blesser l'un des animaux destinés à une après-vie musicale. Dans ce village, ces animaux étaient parfois adorés, parfois détestés, mais toujours craints. Si dans les nobles familles ou en ville on pouvait posséder un ou des chats comme animal domestique, dans ce village, on ne touchait pas à ces animaux. Si les chats destinés à servir la musique avaient leur propre déité, ils n'en étaient pas moins dangereux et craints que leurs compagnons sauvages. Leur morsure pouvait tuer un homme en moins de 2 jours. C'est pourquoi, dès que l'on apercevait la lueur d'yeux aux pupilles fendues, il était de bon ton de crier, sauter, taper dans ses mains et de faire fuir l'animal pour éviter toute attaque et être sûr de ne pas abîmer la peau de l'animal si par malheur il faisait partie des élus et que celui-ci avait échappé à ses gardiens. Ce qui n'empêchait pas pour autant d'avoir des autels et des sanctuaires, pourvus d'offrandes les jours fastes à l'égard de l'animal qui, malgré tout, les aidait dans leur vie quotidienne. Mais un chat étant un chat, vous savez ce que c'est. Et dans la grande maison aux murs hauts et au jardin protégé, il n'était pas rare qu'un animal plus agile ou intelligent que les autres parvienne à s'échapper. Certains n'étaient jamais retrouvés, et leurs descendants peuplaient les bois alentours. De toute façon, s'ils produisaient d'aussi belles peaux, ils reviendraient tôt ou tard dans l'escarcelle des tanneurs. C'était un village en pleine forme, rempli de gens de tout âge, jeunes comme vieux. Et comme partout et de tout temps, une fois toutes les tâches assignées exécutées, les enfants disparaissaient mystérieusement pour vaquer aux occupations propres à leur âge. Batailles et histoires à construire, guerres qui se font et se défont, promenades et découvertes en tout genre dans la forêt, bref, ce que vivent tous les enfants de la campagne. C'était une magnifique chatonne écaille de tortue. Elle était déjà fort grande, avec de longues pattes aux doigts larges, une peau à la fourrure douce, sans défaut, et des yeux verrons. Clairement, elle deviendrait un instrument d'une magnifique clarté, un chef-d'œuvre. Aussi, le maître fourreur veillait sur elle comme sur la prunelle de ses yeux. Malheureusement pour lui, elle était aussi dotée d'une intelligence largement supérieure aux autres félins, et elle avait profité d'un moment d'inattention pour s'échapper. Malgré toutes les recherches, toutes les battues, on ne l'avait jamais retrouvée. Le temps avait passé, et les chats étant des chats, elle avait trouvé un compagnon. De cette union était né un unique chaton. Un chaton sans nom, sauvage, né dans les profondeurs d'un taillis aux épines acérées. Il avait tant bien que mal survécu. Il avait hérité de l'intelligence et de la douceur du pelage de sa mère, de la force et de la couleur sombre de celui de son père. Devenu assez âgé pour se déplacer seul, le chaton curieux était sorti de la végétation pour se retrouver devant un groupe d'enfants surpris de son apparition. Dans le sous-bois sombre, un rayon de soleil avait frappé le pelage sombre de l'animal et fait briller ses yeux jaunes d'un éclat presque surnaturel. Surpris, il reste face au groupe, immobile et un peu craintif. Le chaton regarde les enfants regardent le chaton. Le temps est comme suspendu. Puis le chaton éternue, rompant la magie de l'instant. Il s'approche timidement du groupe. La première réaction des gamins, c'est de lui jeter tout ce qu'ils ont sous la main. Cailloux, bâtons. D'abord timidement. Puis, ils se prennent au jeu, commencent à viser. Ils rigolent, parlent de plus en plus fort. Les projectiles se rapprochent dangereusement du chaton. Effrayé, il tente de fuir. Un des enfants s'enhardit et vise mieux que ses camarades. Un morceau de bois lui tape durement la hanche. Le chaton se tasse sur lui-même, figé. Un caillou plus coupant que les autres arrive vers le visage de l'animal et le blesse. Le sang coule le long de son museau. Ses moustaches frémissent. D'autres projectiles le contusionnent. Des blessures apparaissent sur le petit corps. C'en est trop pour lui.
Il miaule et repart en rampant en direction de son abri, pitoyable. Tassé dans les fourrés, il se pense sauvé. Les enfants rigolent, prennent de grandes branches et commencent à battre la végétation, se rapprochant du chaton blessé qui appelle sa mère, au désespoir. Un torrent de griffes, crocs et fourrures tricolores, furieux, débarque d'entre deux buissons et se jette sur le gamin le plus proche, un garçon d'une dizaine d'années. Elle prend son élan et saute directement au visage de l'agresseur qui ne peut l'éviter, lui laissant une longue balafre sanglante sur le visage, la paupière gauche fendue en deux. Puis, elle saute sur un deuxième, dont les épaules garderont le souvenir cuisant de son passage. Vive comme l'éclair, elle passe sur le suivant, sur un autre, et puis sur un autre encore. Le sang coule, les chairs se déchirent. Entre les cris et les pleurs des enfants, le feulement de la chatte résonne, plus puissant encore que les hurlements de ses victimes. Ils repartent blessés et effrayés vers le village, promettant vengeance et mort à ces deux chats qui ont osé les braver. Bien sûr, ils n'en parleront pas aux adultes, conscients de la cruauté de leur acte et du risque que ça soit un des précieux félins destinés aux chamisaines. Dans les buissons, la chatte prend délicatement son petit entre les mâchoires et s'en va au plus profond de la forêt. Là, au milieu d'un buisson d'épineux, elle lèche les blessures de son petit. Il dort, blotti contre elle. Elle chasse pour lui. Si au début il mangeait, petit à petit il délaisse ses repas et dort de plus en plus. Elle a beau le lécher, le stimuler, il est de plus en plus amorphe. Pendant la lente agonie de l'animal, chaque jour, les enfants sont là, avec leurs bâtons, ratissant les fourrés, stressant encore un peu plus les deux chats. Les blessures sur le petit corps ne guérissent pas, au contraire. L'infection s'insinue plus profondément dans le chaton, qui finit par mourir. Au désespoir, sa mère ne peut qu'abandonner le petit corps qui refroidit contre elle. Au fond de son cœur, la colère grandit, farouche. Elle sent une immense rage l'envahir et une chaleur intense se propager dans tout son corps. Son pelage s'assombrit, ses poils passent de doux et soyeux à rêches et durs. Ses yeux se transforment en deux puits de vengeance sombres et rouge sang. Sa queue, courte à la base, s'allonge et se dédouble. Une aura maléfique l'entoure, la rendant quasi indiscernable dans la pénombre. Deux yeux de braise qu'on devine à peine dans l'obscurité, des crocs encore plus blancs et puissants qu'avant, et des griffes jaunes et acérées. Un prêté pour un rendu, sa vengeance sera terrible. Un prêté pour un rendu, plus les intérêts, les enfants humains vont souffrir. Chez les petits humains, ça ne va pas fort non plus. Les blessures chez certains se sont infectées. Le gamin balafré voit de moins en moins bien, jusqu'à perdre son œil. Ses parents ont craint pour sa vie. Celui griffé aux épaules voit sa mobilité se réduire. Il restera dans cet état à vie. Mais les autres, après les fièvres, l'infection, les convulsions, la peur de mourir, ils guérissent lentement. Cependant, aucun mort à déplorer chez les bipèdes. Bien sûr, ils garderont des stigmates de cette rencontre. Mais après tout, ne l'ont-ils pas cherché? La cruauté trouve souvent une réponse du faible à un moment ou à un autre. Et si les chats sont connus pour une chose, c'est bien pour la patience. Cela fait bien plus de 15 ans que son chaton est mort, tué par des enfants humains, et elle n'a rien oublié. En tant que Nekomata, elle n'a que faire du temps. Elle sera encore là quand ses tortionnaires seront retournés à la poussière. Mais ça n'empêche pas la vengeance. Et il est temps maintenant. Dans le village, les enfants sont désormais adultes, et pour certains, jeunes parents. Ils ont tout oublié de ce chaton maltraité. Mais elle sait, se souvient. Elle connaît les visages. Lors d'une nuit sans lune, elle se glisse dans une première maison. S'approche du futon où dort paisiblement la petite famille. Enfonce ses crocs dans le petit corps blotti contre sa mère. Sans un bruit, elle repart avec le bébé. Le mois d'après, un autre bébé disparaît, dans les mêmes circonstances. Seule différence,
Une goutte de sang frais marque son passage. La peur et la méfiance déposent leur chape sur le village. On barricade les portes, on surveille encore plus les enfants. Un mois plus tard, rebelote. Cette fois, c'est l'empreinte de la patte, énorme et à 6 doigts d'un chat dans le sang séché, découvert au petit matin, qui suscite l'effroi au sein de la population. Un mot se propage dans toutes les maisons, sur toutes les lèvres. Nekomata. Le souvenir de cette journée revient à l'esprit des enfants maintenant adultes. De jeunes parents ignorant tout du drame qui s'était joué des années plus tôt, quittent aussitôt le village. La vengeance de ces chats est connue pour être liée à un lieu ou à une personne, et d'être aussi aveugle que brutale. Eux, ils savent qu'ils n'ont rien fait aux félins. Alors ils quittent le village pour préserver leur vie et celle de leurs enfants. Bien sûr, des battues ont lieu pour tenter de retrouver le yokai, mais peine perdue. Que voulez-vous faire contre une créature surnaturelle? 2 autres enfants vont encore disparaître, avant que ces enlèvements ne cessent de la même façon qu'ils ont commencé, soudainement. Un prêté pour un rendu. Sa vengeance est terrible. Elle a perdu un petit, ces tortionnaires en ont perdu un aussi. Un chacun. Un prêté pour un rendu, plus les intérêts. Probablement ne s'arrêterait-elle pas là. Si d'autres enfants voient le jour chez la progéniture de ces tortionnaires, peut-être continuera-t-elle à prélever son dû. Un enfant par génération et par bourreau. Peut-être même encore maintenant, si les lignées ne se sont pas éteintes entre-temps. Après tout, mon histoire date de quelques centaines d'années. Peut-être cette mère continue-t-elle sa vengeance? Peut-être que même une fois que vous serez tous retournés à la poussière dont vous êtes issus, tant qu'un descendant de ce village oublié sera en vie, la disparition du premier-né continuera. Après tout, les créatures surnaturelles sont immortelles, non? Peut-être même que si vous avez perdu votre frère ou sœur aîné alors qu'ils étaient tout bébés, potentiellement votre premier-né à vous pourrait-il lui aussi disparaître? Après tout, qui sait? Vous êtes peut-être l'un de ses descendants? Dans le sanctuaire, tout est calme, mais vous êtes mal à l'aise. Vous ne vous en étiez peut-être pas rendu compte en écoutant l'histoire, mais les cris du chat dehors s'y superposent un peu trop bien pour n'être que ceux d'un félin normal. D'ailleurs, il vous semble désormais entendre le bruit de petites pattes griffues sur le parquet abîmé, en plus d'un ronronnement diffus et bas. Ridicule, pensez-vous. Mais l'éclat de 2 yeux jaunes dans la lueur des bougies, en train de vous observer, et la fourrure sombre et chaude qui soudainement se frotte à vous en ronronnant vous fait sursauter. Vous n'avez pas le temps de faire un geste qu'un gros chat noir saute sur vos genoux. Un chat à la queue longue qui s'agite lentement de gauche à droite, pendant que son propriétaire pousse votre main de la tête, réclamant des caresses. Devant votre peau d'empressement, il commence à vous mordiller la main. Vous sursautez et vous exécutez pendant que sur vos genoux, la créature, enfin le chat, s'installe confortablement et ronronne de plus belle, tandis que vous vous sentez de plus en plus mal à l'aise. La conteuse vous regarde, narquoise. Ne vous inquiétez pas. Il doit s'agir ici d'un bakaneko, une créature beaucoup moins dangereuse, ou tout simplement d'un chat ordinaire. Mais à votre place, je ferai ce qu'il me demande. On n'est jamais trop prudent. Elle se lève gracieusement, flatte le félin d'une main distraite et se dirige vers une bougie. La 8e. Elle vous regarde en souriant avant de souffler dessus et de revenir s'asseoir parmi vous.